Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à l'UGC Normandie pour découvrir ou revoir Le Silence des Agneaux. C'est une petite séance spéciale pour ce vendredi soir d'horreur. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Pierre Jolivet, réalisateur, s'il vous plaît. Pierre Jolivet qui va nous parler un petit peu du film Le Silence des Agneaux. J'ai bugué. Merci Romain. Quand UGC m'a appelé pour me dire, voilà, d'abord j'ai eu un choc, on va fermer l'UGC Normandie. Ah non les gars, vous déconnez ou quoi? On ne peut pas fermer l'UGC Normandie, c'est la salle mythique, c'est la plus belle salle des Champs-Élysées, c'est celle où j'ai découvert tant de films. Si, on va fermer. Et on demande à des réalisateurs et des réalisatrices de venir présenter un film qu'ils ont découvert dans ce cinéma magnifique. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils viennent à UGC Normandie? Et ceux qui sont déjà venus? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, vous avez été vaccinés par le plaisir d'aller dans cette salle incroyable avec cette montée. Enfin voilà, elle est parfaite, elle est sublime. Et donc, je vous raconte d'abord pour commencer pourquoi j'ai accepté. J'avais la liste des films qui sont venus à l'UGC Normandie et je vois Le Silence des Agneaux. Deuxième question, qui a déjà vu le film? Qui l'a déjà vu au cinéma? Ah ouais. Oula. Mais ils sont au vieux. Cinéma, 1, 2, 3, 6, 12. 12, c'est tout petit. Tous les autres, vous l'avez vu à la télévision, j'imagine. Sur un écran, sur un portable, peu importe, sur un iPad. Et il n'y en a qu'une douzaine qui l'ont vu sur grand écran. Donc vous alliez être secoué. Secoué comme moi je l'ai été. C'est un soir, j'ai mon copain attaché de presse qui s'occupe de mes films, qui est aussi l'attaché de presse de Scorsese, de Spielberg et de Jonathan Demme. Et il me dit, écoute, je vais présenter un film là, je voudrais faire une projection privée comme ça, est-ce que ça t'amuse de voir le film? Je ne l'ai pas vu moi-même, mais je dois m'en occuper. Je dis, bah oui, une projection privée, bien sûr, avec plaisir. Quand? Écoute, c'est je ne sais plus quel matin, à 10h du matin, viens. Donc je viens, je suis avec ma femme, on est deux, et on est 4 dans la salle. Et on ne sait pas de quoi ça parle. Ça s'appelle Le Silence des Agneaux. Bon, c'est assez cool comme titre. On se dit que c'est un film reposant, quoi. Peut-être c'est un film champêtre, avec des agneaux, des vaches, des chiens de berger, enfin voilà. Et on ne sait rien. Et ça, c'est un petit peu la magie d'aller voir. Là, vous savez quel film vous allez voir, vous savez à quelle émotion vous attendre. Et nous, on ne sait rien. Donc, on doit être 5 dans la salle, là au milieu. Et puis, l'écran s'ouvre, et puis le film commence. Et nous, on se rapetissait au fur et à mesure qu'on comprend le sujet. Et on se prend une claque, mais monumentale. Vous imaginez, 5 dans la salle, cette grande salle, on ne savait rien du sujet. Et vraiment, c'est un choc d'un grand thriller, et d'un thriller dont on voit tout de suite qu'il va servir de référence. On sent que c'est un grand film, on sent que c'est un film qui va marcher, et c'est un film qui sert de référence tout autant que le film de Michael Mann, Le Sixième Sens. C'est-à-dire que ces deux films vont lancer véritablement la mode, enfin en tout cas le style des grands polars sur les serial killers. Avec, dans ce film, et comme dans certaines séries d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus dur à obtenir dans les séries, avec un supplément d'âme. C'est-à-dire que les deux personnages, que ce soit dans Le Sixième Sens ou dans Le Silence des Agneaux, les deux enquêteurs ont véritablement une histoire personnelle qui évidemment se raconte à travers ce Silence des Agneaux. Et donc on voit ces deux films, enfin on voit ce film et on est ressorti, on n'arrivait pas à parler, on l'a découvert, j'espère, avec une émotion que vous allez à nouveau retrouver ce soir, c'est-à-dire une grande émotion, une émotion dérangeante, une émotion en plus particulière puisque c'est un des premiers films où l'héroïne est une femme. Il se trouve que là, l'enquêtrice, c'est une jeune flic qui va prendre à bras-le-corps ce sujet et cette enquête et qui va l'emmener au plus loin d'elle-même. Et ça, c'est en plus totalement nouveau. Donc, on sait qu'on a vu un film fort, un film nouveau, qui va marquer l'histoire du cinéma, en tout cas du polar américain, et on l'a vu dans cette salle extraordinaire.
Ça, c'est mon expérience personnelle de ce film. Donc, quand j'ai vu cette liste, j'ai dit « Silence des agneaux », il faut que je raconte cette histoire qui ne va intéresser personne. Et forcément, d'avoir vu ce film dans cette salle, je me remémore. Je vais faire un peu d'histoire. Comme je suis vieux, j'ai le droit de parler de ce qui s'est passé il y a longtemps. Moi, j'ai grandi avec mon frère en banlieue, à Maisons-Alfort. Il n'y avait pas le RER, il n'y avait pas le métro. Et aller au cinéma, c'était 1h30 de voyage. Et donc, on choisissait bien nos films quand on était adolescents ou jeunes hommes. Et on avait en ligne de mire cette salle incroyable. Et donc, j'ai vu ici, pour la première fois, des films dont je ne voulais rien savoir, mais qui, il faut le comprendre, pour un jeune homme de banlieue qui va sur les Champs-Élysées, 1h30 de trajet, ce qui est beaucoup plus simple pour vous aujourd'hui, et on va voir un film. Il y a 2 films qui me reviennent, que j'ai vus ici, je crois, oui. Ce sont West Side Story et Apocalypse Now. Et évidemment, vous prenez votre journée, quoi. C'est-à-dire que vous partez le matin, vous rentrez dans une salle d'un film dont vous ne savez rien. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, et quand on découvre un film, on le découvre véritablement dans son entièreté. Puis moi, je poussais le vice à ne regarder aucune bande-annonce, à ne rien savoir, pour être totalement vierge. Et je vous assure que quand on voit Apocalypse Now ou West Side Story, quand on est tout jeune et qu'on est sur les Champs-Élysées, je me souviens qu'avec mon frère, on chante et on danse, mais toute la descente des Champs-Élysées. Parce que le cinéma est un événement qui n'est plus aujourd'hui. Il reste fort. Mais le cinéma est un événement unique. On avait une petite télévision noir et blanc qu'on regardait, et de temps en temps, on faisait 1h30 de voyage pour aller voir un film sur grand écran. Et je crois que c'est là qu'est né mon désir. Je ne savais pas du tout que je serais réalisateur un jour. J'étais beaucoup trop modeste pour penser que je pourrais faire ça dans ma vie. Mais je pense que là, la magie du cinéma a véritablement opéré avec le fait que quand je voyais un film, j'y allais une fois par mois. Le film, je me le mangeais pendant un mois. J'en profitais pendant un mois. Ce n'était pas la petite télé noir et blanc qui allait concurrencer cette émotion incroyable d'aller voir un film sur grand écran, sur les Champs-Élysées. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était un événement, qui nous profitait, et que le film donnait tout son jus. Maintenant, je me rends bien compte, quand je vais au cinéma, je rentre, j'ai juste 9000 films à disposition sur ma télé ou sur mon écran. Donc la dramaturgie est évacuée par une autre dramaturgie. À cette époque, chaque film a une dramaturgie qui prolonge dans le temps et qui nous donne cette sensation de compagnonnage avec le film qui est extrêmement émouvante et puis forte en sensation et forte en souvenir. Et évidemment, quand on passe derrière la caméra pour la première fois, quand j'avais 29 ans, c'est toute cette émotion qui vous vient et qui vous remonte de qu'est-ce que je vais faire comme film après tout ce que j'ai vu de beau. Mais c'est une double vie à l'époque. J'ai une double vie cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a les grands films américains dans les grandes salles des cinémas des Champs-Élysées, dont celle-ci, et puis il y a toute la nouvelle vague dans les petites salles du quartier latin. Et donc, il y a cette ambivalence de partir d'un petit film de Godard sur un petit écran noir et blanc dans des séances à 11h du soir au quartier latin, et puis ces immenses séances avec des grands films américains sur grand écran. Et puis arrive la télévision. Vous vous souvenez de cette phrase de Godard qui dit au cinéma, le héros est plus grand que le spectateur et ça se regarde de bas en haut, alors que la télévision, le héros est plus petit que le spectateur et ça se regarde de haut en bas. Et cette différence est absolument énorme. Et donc on se dit, quand la télévision arrive, avec cette attraction incroyable, que le cinéma, c'est fini. C'est fini, les gens ne vont plus sortir de chez eux, ils vont voir plein de films, et puis après arrive Canal+, et puis on se dit, bah, c'est fini. Là, pour le coup, les gens ne vont plus sortir de chez eux, ils vont regarder Canal+. Mais il faut savoir, je suis également vice-président de la plus grande organisation d'auteurs, réalisateurs, producteurs, qu'à l'arrivée de toutes ces nouveautés, la télévision, Canal+, il y a une chose unique en France. Il faut que vous le sachiez parce que, évidemment, vous êtes venu voir un film américain, mais il faut que vous sachiez pourquoi le cinéma français reste le 3e cinéma du monde. C'est qu'à côté de toutes ces arrivées, nous nous battons pour qu'à chaque fois quelqu'un qui rentre dans le cinéma paye pour faire du cinéma. Et donc, Canal+ a des obligations de financement, et donc la télévision a des obligations de financement pour le cinéma. Personne ne fait du cinéma sans payer pour le cinéma, aider à la naissance de films. Et le grand miracle, évidemment, c'est qu'aujourd'hui,
Le cinéma français reste le troisième du monde. On est le cinéma au monde qui, par rapport à son nombre d'habitants, est le plus de spectateurs, qui produit le plus de films, qui coproduit le plus de films avec le monde entier. Et ça, c'était cette idée incroyable, je le dis parce que vous ne le savez sans doute pas, vous êtes de générations qui ne le savent pas, mais il y a un homme magique qui s'appelle André Malraux, qui est ministre de la Culture après la guerre de 39-45, et qui voit que les États-Unis, pendant la guerre, n'ont pas pu distribuer leurs films. Évidemment, puisque c'est la guerre. Et donc, dès qu'il y a le plan Marshall, ils disent « Attention, on vit en France, on vous aide, mais il y a un quota de distribution. Vous montrez 50% de films américains, parce que tous ces films qu'on a produits pendant 5 ans, il faut qu'on les montre au monde entier. » Et devant cette obligation des salles de cinéma français de montrer du cinéma américain, il y a un homme génial qui s'appelle André Malraux, qui, dans ce cas-là, on va prendre, et vous le faites tous les jours sans le savoir, on prend 12% du prix de la place et on le met de côté au Centre national du cinéma et il sera réutilisé pour ceux qui veulent faire des films. Pas après la guerre, il y a beaucoup de gens qui font du commerce, qui font du cinéma, ça marche incroyable, et puis qui après repartent dans le commerce de la sardine ou du prêt-à-porter. Et cet argent, il est mis de côté pour faire d'autres films. Et c'est ce fonds de commerce, enfin ce fonds de soutien, qui est au Centre national du cinéma, qui nous permet, nous, de tenir la dragée haute et de survivre. On est le seul pays occidental qui survit face au sublime cinéma américain qui va être projeté ce soir comme Le Silence des agneaux. Et miraculeusement, grâce à vous, le cinéma français marche. On est regardé par le monde entier, mais pourquoi là-bas en France, le cinéma marche encore alors que les Américains ont ratiboisé tous les autres cinémas, sauf les Indiens et les Chinois? Pourquoi ? Parce que nous essayons, les réalisateurs français, les réalisatrices françaises, de vous proposer de la diversité, et on se bat pour qu'il y ait encore des tout petits films français, mais des gros films français. Quand je coproduis et j'écris Le Dernier Combat avec Luc Besson, c'est évidemment un film en noir et blanc sur grand écran dont personne ne veut. Eh bien, on le fait quand même parce que le système français nous autorise à le faire. Et on continue, encore aujourd'hui, à être le troisième cinéma du monde. Et donc ça, je trouve ça formidable, parce qu'il faut savoir que, oui, je vous précise une chose, sur les 12% qui sont pris sur le ticket, on ne peut le récupérer que si on est une société française. Ce qui fait que tous les grands succès américains nous donnent 12% de leurs tickets que nous pouvons réutiliser pour faire du cinéma français. Voilà, c'est cet équilibre magique, fragile, pour lequel nous nous battons chaque jour pour qu'il continue, fait que nous sommes un cinéma fort, et un cinéma fort, c'est un cinéma qui accueille. Et ça, c'est très beau, parce que vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en France, dans le pays qui a le plus de nombre de salles par rapport au nombre de spectateurs, et qui distribue le plus grand nombre de films du monde entier. Ce qui est toujours très dur pour nous, réalisateurs français. Dans d'autres pays, vous êtes réalisateur, vous êtes en compétition avec les quelques réalisateurs de votre pays et avec les États-Unis qui dominent le marché. Mais quand vous êtes en France, vous êtes en compétition avec le monde entier. Et ça, c'est formidable, parce que ça vous motive, ça vous force à remuer les méninges, ça vous force à inventer. Et aujourd'hui, à l'heure des séries et des plateformes, il faut comprendre que le cinéma... J'ai bientôt fini, personne ne dort pour l'instant encore ? C'est bon. Il faut comprendre que le cinéma, pour lequel nous nous battons par rapport aux séries, est fondamental. C'est une garantie de démocratie, le cinéma. Il faut savoir que les séries, quand Netflix ou Amazon ou France 2 produit une série ou Canal+, ils donnent 90% de l'argent. Celui qui donne quasiment tout l'argent, il a le droit de vie ou de mort. C'est lui qui décide si le scénario est bien, s'il n'est pas bien, s'il faut le changer, s'il faut le rallonger, si un personnage est intéressant, si un personnage doit disparaître dans la 2e saison ou pas. Le cinéma, c'est du prototype. Le film que vous allez voir là, c'est un prototype. Le fait que Jodie Foster ait accepté, c'est un prototype. Et beaucoup de films que j'ai faits, beaucoup de films qui se font et qui touchent votre âme, c'est parce que ce sont des prototypes. Le cinéma, vous avez 5 personnes pour le financer. Le distributeur, le producteur, le vendeur à l'étranger, le vendeur de télévision, le vendeur de vidéos. Et alors les 5 fait que le réalisateur et le producteur ont le droit de la trajectoire du film. Ils peuvent inventer. Et évidemment, ils ne veulent pas y aller, parce que le prototype, ça fait peur, personne ne l'a fait. Personne ne sait si ça va marcher. Dans les séries, vous passez par le big data. On vérifie que le public a envie de cette série-là, que tel personnage plaît bien au public. Au cinéma, vous êtes dans l'inconnu. Ce frisson de l'inconnu pour l'auteur, pour le réalisateur, qui vont faire un objet dont, a priori, le marché ne veut pas. Et c'est ça qui fait frémir le spectateur, c'est qu'il voit quelque chose dont il ne voulait pas au départ, mais qui tout d'un coup lui plaît, le touche, et tout d'un coup ça marche.
et tout d'un coup la magie opère. Eh bien, nous resterons une démocratie, je pense, encore plus vivace, en tout cas toujours vivace, si nous continuons à préserver notre cinéma. Le cinéma, c'est la création, c'est le doute, c'est l'angoisse, c'est le risque et c'est le bonheur absolu quand tout d'un coup, un film dont personne ne voulait fait des milliers et des millions de spectateurs. Ça, c'est le frisson de la création. Eh bien, le film que vous allez voir ce soir, c'est une vraie création dont le cinéma américain ne voulait pas forcément, qui ne s'est pas fait avec un grand budget, avec une jeune actrice pas très connue, mais qui est véritablement un pilier du thriller américain. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.